Rebonjour à tous. Donc notre réunion vient de se terminer avec les responsables du sport professionnel, les têtes de réseau, les organisateurs privés, les médias qui étaient aussi présents aujourd'hui. Nous avons fait un tour d'horizon sur les impacts organisationnels, économiques et sportifs des dernières décisions prises par le gouvernement en matière de protection des publics et cette jauge qui touche plus spécifiquement le monde du sport, donc la limitation à 1000 personnes présentes dans une même enceinte au même moment, que ce soit en milieu confiné ou en milieu extérieur. Nous avons fait au niveau du ministère un bilan que nous leur avons communiqué qui est aujourd'hui pas complètement exhaustif, mais en tout cas en cours, qui recense jusqu'au 15 avril le nombre de manifestations sportives d'envergure nationale qui est aujourd'hui au nombre de 450 manifestations sportives qui vont être impactées, touchées à un niveau national. 1 million, presque 2 millions de spectateurs qui sont impactés par cette mesure aujourd'hui, qui habituellement venaient assister aux événements sportifs. Et ça, c'est sans parler évidemment de toutes les petites manifestations de niveau départemental, régional, local. Pour vous donner un ordre d'idées et de mesures, 20 000 matchs de foot se tiennent chaque semaine sur notre territoire. Aujourd'hui, chacun d'entre nous, j'allais dire, va prendre sa part du problème et nous allons œuvrer pour que la confiance s'installe aujourd'hui et que chacun à notre niveau, nous puissions montrer que la situation va évoluer dans le bon sens, tout en respectant les mesures sanitaires édictées par le ministre de la Santé et par le gouvernement. Nous avons pris conscience effectivement de l'impact économique aussi, que ce soit sur les clubs, les fédérations sportives, sur les organisateurs privés d'événements, mais aussi sur les entreprises du secteur du sport, puisqu'aujourd'hui était présente Madame Revel, directrice générale du GIE, que nous avons initié avec notre filière économie du sport ici au ministère. Et ça nous a permis aussi d'avoir une visibilité sur la vie des petites entreprises, des toutes petites entreprises qui font partie de ce GIE, mais aussi des plus grandes et des plus importantes qui sont en lien avec l'événementiel et le spectacle sportif de manière générale. Je voulais, avant que vous me posiez des questions, réaffirmer tout mon soutien personnel, que ce soit au monde associatif, au monde sportif, aux bénévoles aujourd'hui qui font preuve d'une solidarité, d'une responsabilité remarquable dans la crise que nous traversons, la crise sanitaire que nous traversons et dont nous voulons qu'elle se résolve du mieux possible, avec un pic d'épidémie le plus bas possible, qui arrivera le plus tard possible dans notre pays. Et le mouvement sportif est conscient du rôle qu'il a à jouer dans l'organisation de ces événements qui rassemblent du monde. Et ces personnes qui ont l'habitude de soutenir les équipes sportives, et je pense là principalement aux supporters, je tenais à leur faire passer un vrai message d'empathie en tant que ministre des Sports et de remerciement par rapport à la compréhension et la prise de conscience qu'ils pourront avoir de cette thématique et repousser, j'allais dire, leur ferveur pour leur équipe un petit peu plus tard, tout en soutenant effectivement leurs équipes de cœur, puisque je sais qu'aujourd'hui, et notamment demain, pour le PSG Dortmund, c'est une compétition importante à leurs yeux qui se déroule, à nos yeux aussi, et nous serons évidemment toute la France derrière cette équipe de football pour qu'elle aborde cette compétition dans la meilleure des configurations, même si le match aura lieu à huis clos et on sait très bien que c'est pas la même chose de jouer devant son public, devant un public avec le défi qui est aujourd'hui le leur. Bonjour, Alexandre Tchaouch, pour quotidien. Par rapport à PSG Dortmund, donc le match se jouera à huis clos. Or, il y a des rencontres comme en rugby, France-Irlande reportées, Strasbourg-PSG qui a été reportée. On a du mal à comprendre la règle. Pourquoi parfois c'est reporté, pourquoi parfois les matchs sont maintenus à huis clos?
Cette décision est à la main des organisateurs de la compétition. Il se trouve que l'organisateur du tournoi Destination, la Fédération française de rugby, a choisi pour des raisons de calendrier, de possibilité de report, de faire en sorte que cette compétition se rejoue en fait au mois d'octobre. Le calendrier le permet, il n'y a pas d'urgence à délivrer ce titre aujourd'hui du vainqueur du tournoi Destination. En revanche, dans le football, qui a un calendrier très resserré, très compliqué à faire rentrer dans le calendrier d'une année complète entre les différentes compétitions, il a été choisi de maintenir cette compétition aujourd'hui à huis clos. Ce n'est pas, j'allais dire, la décision dans laquelle nous, ministère des Sports, nous pouvons intervenir et la décision qui reste à la main des préfets a des conditions à minima que nous soutenons, qui est la tenue de ces compétitions pour des raisons de continuité sportive. C'est-à-dire que si le club a envie à tout prix de maintenir la compétition, que ce soit à huis clos ou en respectant la jauge des 1000 personnes présentes dans le stade, c'est cette décision-là que nous allons pousser, nous, auprès des préfets, sachant que la décision finale reste à la main des préfets. Alors il y a des mesures d'envergure nationale, mais des mesures aussi laissées à la main des organisateurs et des entreprises et des clubs de football ou des associations sportives qui peuvent être de nature plus contraignante et plus précautionneuse, j'allais dire, puisqu'il s'agit de sportifs, il s'agit de sportifs professionnels qui sont en football payés très cher. Donc il faut que chacun maintienne un niveau de sécurité sanitaire pour leurs salariés, pour leurs joueurs, qui leur paraît être la meilleure. Donc c'est à eux de prendre des mesures qui iraient plus loin que ce que, de manière générale, le droit commun l'impose aujourd'hui. Oui, effectivement, c'est la continuité sportive que je préconise, ce qui permettra aux joueurs professionnels de pouvoir continuer à avoir leur raison d'être, en fait, pour pouvoir s'aligner sur le terrain pour jouer. Je le préconise aussi dans le cadre des compétitions, j'allais dire, plus amateurs, c'est-à-dire c'est du sport professionnel, mais pas considéré comme tel, c'est-à-dire tous les sports qui ont à jouer prochainement des qualifications olympiques ou paralympiques. Donc, en prévision d'une phase, j'allais dire, plus favorable pour la tenue des événements sportifs, évidemment, il ne faut pas que les phases préalables soient complètement annulées et qu'elles ne puissent pas se tenir. On ne pourra pas effectivement envoyer les équipes les plus performantes françaises si les qualifications ne peuvent pas se tenir dans les mois ou les jours qui viennent. Donc s'il y a un report possible avec une confiance, j'allais dire, qui puisse être gardée, mais que nous ne pouvons pas garantir, puisqu'en fait la date du 15 avril est celle-ci aujourd'hui, mais elle peut très bien être décalée. Ce report se fera, mais sachant aussi que les sportifs, il leur faut un certain temps, une fois leur qualification décrochée, pour pouvoir se préparer sereinement avant les Jeux Olympiques. Donc ça ne pourra pas être décalé non plus à l'infini, avec cette incertitude de savoir si on fait partie de l'équipe de France qualifiée ou pas. Et l'autre partie de la question, c'était Lyon-Juventus. Jusqu'à hier, il était entendu que, même s'il y avait eu une proposition pour que le match se tienne à Malte, finalement, il était acté que les joueurs de Lyon allaient se rendre à Turin. J'ai rencontré Jean-Michel Aulas hier à ce sujet. Aujourd'hui, ça a changé, puisque l'Italie a complètement a modifié son organisation sportive. Et nous allons étudier avec l'UEFA le club de Lyon pour voir comment ça va se tenir. Et pour le football, c'est à l'ordre du jour ou c'est encore... Aujourd'hui, c'est un peu loin, donc on se fie aux dates qui sont préconisées aujourd'hui. Le 15 avril, on travaille
avec toutes les parties prenantes sur une optimisation, j'allais dire, de tout ce qui peut être fait en matière sportive d'ici le 15 avril. Les autres échéances dépendront évidemment des décisions gouvernementales, et pas seulement du gouvernement français, mais aussi effectivement des autres gouvernements, puisque par définition, le sport n'a pas de frontières. Et il faut justement donner cette cohérence, cette cohérence qu'on recherche, j'allais dire, à un niveau national, et d'autant plus importante dans le monde sportif pour pouvoir garantir l'équité sportive, que ce soit au niveau des qualifications, de la tenue des compétitions. Il y a d'autres matchs, le 15 avril, il y a d'autres matchs. Il y a la finale de la Coupe de la Ligue. Est-ce que vous savez si sera maintenu ou si c'est dans un déjà reporté? Il y a aussi 2 matchs amicaux au Stade de France. Aujourd'hui, il y a 3 solutions. Soit le match se tient à huis clos, soit le match se tient avec 1000 personnes au total dans l'enceinte, soit le match est reporté. C'est ces 3 solutions qui vont être aujourd'hui étudiées avec l'organisateur et le préfet du lieu où le match doit se tenir. Et la décision, on l'aura dès qu'on aura la décision. On n'a pas étudié aujourd'hui ce qui va se passer le 4 avril. Vous voyez là, pour le PSG Dortmund, on avait commencé à travailler avec le PSG depuis lundi dernier, depuis lundi de la semaine dernière. Et jusqu'au dimanche, nous étions sur des mesures à prendre pour fluidifier le passage des supporters dans les points d'entrée au stade, de pouvoir ouvrir le stade longtemps à l'avance pour que les supporters puissent ne pas être agglutinés tous ensemble pendant un certain temps qui pourrait favoriser l'expansion du virus. Le dimanche soir, on a dû changer de philosophie, et le PSG, et nous, et tout le monde, puisque la mesure nationale sanitaire venait de changer. Donc on s'y prend aussi longtemps à l'avance qu'on peut pour étudier les 3 possibilités. En revanche, dans ces phases, j'allais dire, de rupture, quelque part, où à un moment la règle change, c'est difficile effectivement de s'adapter, et je conçois tout à fait que la décision peut être prise de manière brutale, que ce soit pour les supporters, pour les organisateurs d'événements, pour nous aussi, au ministère des Sports, puisqu'on y travaille depuis un certain temps pour l'organiser du mieux possible. Y compris dans la phase positive, puisque les organisations d'événements sportifs peuvent avoir aussi cet aspect positif de faire passer auprès de tous les spectateurs présents ces notions de pédagogie et d'explication de texte sur les mesures individuelles de responsabilité individuelle à tenir face à la maladie. Et c'est aussi cet aspect-là que nous avions travaillé. Mais on doit changer de règles, et tout le monde doit s'adapter. Oui. Est-ce que vous envisagez de débloquer une enveloppe financière pour indemniser des clubs du très haut niveau jusqu'au plus bas? Est-ce qu'il y aura un fonds d'indemnisation qui est envisagé actuellement? Aujourd'hui, nous sommes en train de faire remonter ces données par les organisateurs d'événements, les fédérations, mais aussi les associations impactées, les endroits qui accueillent ces événements, comme les différentes arénas où ça se passe, les entreprises aussi qui interviennent en prestation de services pour ces événements. Ce qui nous a été demandé, c'est d'avoir une vue exhaustive de l'impact économique, secteur par secteur. Et notre rôle, mon rôle aujourd'hui, c'est de faire remonter ces retours, et qu'ils soient versés dans une cellule interministérielle dans laquelle des décisions seront prises ultérieurement, une fois qu'on aura aussi la visibilité sur l'ensemble de la situation de la France, et évidemment pas uniquement sur le secteur sportif. Je vous ai donné tout à l'heure quelques chiffres des acteurs qui vont être mis en difficulté, du nombre d'acteurs mis en difficulté, donc 450 manifestations sportives de niveau national aujourd'hui recensées, sans compter évidemment tous les matchs régionaux, départementaux et municipaux, et les compétitions d'un plus petit niveau, avec effectivement des investissements, j'allais dire, de la part de structures plus fragiles encore, que sont le monde associatif, le monde fédéral, qui risquent d'être mis en grosse difficulté du fait de ne pas pouvoir organiser ces événements.
Bonjour, je rebondis sur la question. Est-ce que vous avez une évaluation, une fourchette du manque à gagner? Et est-ce qu'il pourrait être demandé aux télés de diffuser gratuitement les matchs à huis clos pour éviter que les gens aillent dans les bars ou s'entassent dans des endroits pour les regarder? Effectivement, suite à la décision de jouer le PSG Dortmund à huis clos, nous avons sollicité le diffuseur en question pour lui proposer de diffuser ce match en clair. Aujourd'hui, il n'a pas été fait, enfin, ils n'ont pas choisi de le faire de cette manière-là. En tout cas, nous sommes conscients de cette difficulté pour les spectateurs qui voulaient être présents, même si évidemment je sais que c'est pas la même chose de regarder dans un stade que devant sa télé un match, surtout quand on est fan d'une équipe et qu'on la soutient fortement. Néanmoins, c'est sûr que ça pourrait être une solution de pouvoir diffuser les événements sportifs en clair. Il y a des droits et des choix éditoriaux qui sont faits économiques aussi. Et nous ne pouvons que les respecter, mais nous pouvons aussi effectivement en faire la demande, et sachez que nous l'avons faite. Justement, les clubs de supporters, par exemple demain au PSG, vont organiser une manifestation pour le match PSG Dortmund. Est-ce que les rassemblements spontanés à l'occasion de matchs à huis clos, ça peut vous inquiéter par rapport au nombre de supporters qui vont... Écoutez, nous faisons appel à leur responsabilité individuelle et collective, parce que si nous leur avons interdit l'accès au stade, ce n'est pas pour rien, c'est bien parce qu'il y a aussi une possibilité de transmission du virus, sinon on ne l'aurait pas fait juste pour le simple plaisir. C'est bien pour ça qu'on a dit qu'on a préféré que ce match se fasse à huis clos et que nous limitons la jauge à 1000 personnes, surtout dans des équipements de taille conséquente qui permettra aussi un éparpillement de ces 1000 personnes, puisque l'idée, c'est pas d'autoriser 1000 personnes rassemblées les unes à côté des autres en train de manifester ou de chanter une chanson ou de regarder le match sur un écran, et de ne pas l'autoriser à l'intérieur d'un stade. S'il y avait cette jauge de 1000 personnes qui avait été proposée ou choisie ou décidée par le fait, évidemment, les 1000 personnes auraient été réparties dans le stade. Ce n'est pas le choix qui a été fait, j'imagine, pour des raisons d'équité aussi, entre les supporters acceptés dans le stade ou pas. Mais en tout cas, lorsque cette jauge de 1000 personnes sera respectée, évidemment, il y aura cette notion d'éparpillement qui sera en plus conseillée. Donc évidemment, se rassembler pour manifester son soutien à l'équipe de cœur, pourquoi pas, en faisant attention effectivement aux règles de sécurité, j'allais dire, et de responsabilité personnelle pour éviter toute propagation du virus. Et évidemment, j'en appelle à la responsabilité des supporters pour éviter tout impact sur l'ordre public qui pourrait être dommageable, y compris pour les supporters eux-mêmes, y compris pour le quartier autour du stade. Et j'entends là des dégradations auxquelles j'invite les supporters à ne pas procéder et à être des gens responsables et à soutenir l'équipe du PSG qui va en avoir besoin demain. Je reviens un instant sur l'enveloppe financière. Certaines fédérations qui sont assez petites finalement ont des grands rendez-vous. Je pense notamment au karaté qui doit faire son TQO dans l'aréna de Bercy. Financièrement, il s'orientait vers un huis clos. Mais quelles sont les conséquences financières pour ces fédérations qui décident de quitter Bercy? Est-ce qu'il y a un accord? Est-ce qu'il y a des réunions de prévues avec ces arénas pour savoir comment limiter les dégâts un petit peu? Je vais m'encadrer là dans le message qu'a passé Bruno Le Maire de manière plus large, à savoir que les grosses entités économiques, les entreprises plus solides ne doivent pas mettre en péril la trésorerie des plus petites. Et aujourd'hui, le cas que vous expliquez, on est en plein dedans, c'est-à-dire que si un huis clos est amené à avoir lieu, évidemment, on a tout intérêt à ce qu'il se fasse dans un endroit où on n'a pas à payer un loyer important. Même si on est très conscient que ne pas avoir de rentrée d'argent pour un grand équipement sportif susceptible d'accueillir des spectacles, des événements sportifs, c'est aussi dommageable. Mais on ne veut pas que les petites structures puissent aussi se mettre en danger financièrement et ne puissent plus assurer un fonctionnement normal pour le fonctionnement au quotidien ou les événements qu'ils organisent. Et nous étudierons effectivement avec les équipements, les installations qui accueillent ces manifestations, l'impact économique que ça a sur leur fonctionnement. Excusez-moi, on va les réunir jeudi
tous pour parler de la tenue des TQO spécifiquement et dans les grandes arénas, voilà, pour qu'on puisse avoir cette discussion spécifique. Pas pendant cette réunion, puisque nous étions nombreux, il y avait d'autres thématiques, j'allais dire, d'ordre plus général à nous faire passer. Elles nous le font remonter régulièrement, une à notre direction des sports et à notre cabinet pour qu'on puisse nous les reverser derrière. On n'a pas eu là de chiffres précis. Dernière question. Franck Riester était présent à l'Assemblée nationale puisqu'il a défendu le projet de loi sur l'audiovisuel. Et vous savez qu'il y a eu un cas à l'Assemblée nationale, un deuxième cas, et puis d'autres députés qui ont été en contact avec les personnes atteintes. Et il a été touché par sa présence en fait à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, il est en quatorzaine. Il nous a fait part des symptômes qu'il avait. Et effectivement, pour le moment, ce n'est pas inquiétant. Mais on sait très bien qu'on n'est pas à l'abri. En tant que ministre, effectivement, on se déplace, on est au contact de personnes qui viennent de pays étrangers. Moi-même, j'ai reçu une délégation qui venait de Chine il y a 2 semaines. Et voilà, donc à l'époque où on pensait que le virus n'était qu'en Chine. Et on sait très bien qu'au même titre que toute la population, nous pouvons être touchés par ce virus. Est-ce que vous souhaitez garantir un large accès aux médias, aux rencontres sportives, au-delà des détenteurs de droits et en dépit des jauges qui sont fixées ? Bien sûr, nous incitons, lorsque la jauge doit être respectée, à ce que les médias puissent avoir un accès tout à fait normal et classique et j'allais dire qu'il soit prioritaire dans ces 1000 personnes, puisque notre volonté, c'est aussi que l'événement, on puisse en parler le plus possible, le plus largement possible, qu'il puisse être diffusé, même si c'est par extrait ou par morceau, sur les télés qui peuvent le faire, même sans en avoir acquis les droits. Donc évidemment, la presse et le travail de la presse doit pouvoir se continuer et avoir cette continuité au sein des mouvements au sein des événements sportifs qui pourront être organisés.